Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être là avec vous. J'ai pas pu assister aux 2 premières journées et j'en suis désolée parce que le programme a été assez fantastique, donc je suis contente que ce soit enregistré. Et donc je vais vous présenter, du coup, comme comme ça a été dit, le travail en fait de Maria Clonaris et Caterina Tomadaki, comme exemple et puis comme sujet d'analyse pour voir la façon, dont il est possible, et dont certaines œuvres contemporaines réussissent à réinvestir des mythes, anciens et patriarcaux, dans une perspective queer. Donc, c'est vrai que des mythes à l'imaginaire du corps, avec tout le lot de métamorphoses de dieux et déesses, de nymphes, d'oracles et de créatures hybrides, les récits de la Grèce antique et de la Rome antique sont parfois les meilleures sources d'exemples de corps hors des normes et miroirs d'identité aussi hors normes de leurs propriétaires. Quoi qu'il en soit, pour Roland Barthes, le mythe est un outil véhicule d'une idéologie de pouvoir dominant dans une société donnée qui est à la fois formée par la culture et l'influençant, la contraignant en retour. Lorsque ceci touche le corps, le mythe véhicule donc un récit, une morale affirmant en fait les frontières du genre s'il ne fait pas que les renforcer. Pourtant, de l'intention d'un récit à sa lecture, il est également possible de percevoir le pouvoir de subversion des mythes. C'est entre autres ce que met en avant Anne Kressel dans son dernier ouvrage Le geste emprunté, qui insiste sur l'aspect subversif des mythes et de leur réappropriation et analyse la façon dont des artistes contemporaines s'en emparent parfois, notamment dans les arts performatifs, suivant une visée politique et féministe. Le corps devient alors véhicule de cette réappropriation et lieu de résistance. L'imaginaire du corps contraint, écrit-elle, peut ainsi nourrir des gestes d'émancipation, investir le paradoxe, emprunter le mythe devient alors le moyen d'exercer sa liberté. Si créer les récits et les imaginaires que véhiculent les mythes permet d'asseoir les normes et les frontières d'une culture, n'est-il donc pas possible de s'en servir ou d'en créer de nouveaux pour offrir de nouveaux modèles hors des normes établies d'une société et hors des normes établies des corps et des identités? Serait-il ainsi possible de suivre la reconstruction de ces récits avec leur lot de modifications, de croisements et d'emprunts possibles en ce qui concerne la culture queer? Donc, si nous suivons Teresa de Laurentis, le mot queer désigne une forme de résistance à la culture hétéronormée et les théories queer ouvrent la pensée vers des alternatives viables hors de cette culture hétéronormée. Si nous n'oublions pas non plus la dimension corporelle et sexuelle que recouvre cette notion de queer, le mot ici nous permet donc de désigner, par rapport à notre champ d'études, à la fois dans les imaginaires et en art et histoire de l'art pour moi, ça nous permet de désigner des constructions imaginaires qui non seulement questionnent, mais dépassent les catégories binaires associées appliquées au corps, ainsi pour le genre, mais également les frontières potentielles entre naturel et artificiel, humain et animal, sujet et objet. Donc sans prétendre pouvoir répondre à ma question, de savoir comment le réinvestissement du mythe peut permettre de briser les frontières dans la culture queer, sans prétendre y répondre de façon globale, il semble que certaines œuvres contemporaines d'artistes concernés fassent état de ces stratégies de détournement et de réappropriation et ouvrent le champ de réflexion. Et c'est le cas particulièrement pour l'œuvre Mystère 1 Hermaphrodite endormi de Clonaris et Tomadaki, qui est une œuvre créée en 1982 pour la Biennale de Paris et où se croisent en fait récits et symboles divers. L'œuvre y opère par intermédialité à plusieurs niveaux et combine donc toutes ces sources et ces symboles pour créer de nouveaux imaginaires, donc dans un récit en fait qui se crée par association sensorielle et visuelle. Pour vous présenter rapidement Maria Clonaris et Caterina Tomadaki. Donc c'est un couple de cinéastes expérimentales, artistes multimédia et théoriciennes féministes d'origine grecque qui travaillent ensemble à partir de 1968 à Athènes où elles se rencontrent et s'installent à Paris à partir de 1975 où elles continuent à travailler en duo jusqu'au décès de Maria Clonaris en 2014. Donc artiste, féministe, elle développe dans les années 70 une œuvre en cinéma expérimental principalement à ce moment-là,
sous le concept original qu'elle nomme cinéma corporel et dont je vous montre là des images qui sont les images de Double Labyrinthe, leur premier film qu'elle désigne sous le nom de cinéma corporel et qu'elles font en 75-76 et donc qui est aussi en fait le premier film et la première œuvre qu'elle crée à leur arrivée en France. Puis à partir des années 80, leur volonté de dépasser en fait les identités de genre binaire se perçoit avec plus de clarté dans leur travail et elles commencent à créer des installations qui prennent un nouveau tournant dont témoignent plusieurs séries d'œuvres. C'est le cas du cycle des Hermaphrodites dont on va parler de l'œuvre Mystère Hermaphrodite endormi, qui est l'œuvre originale du cycle d'œuvres des Hermaphrodites initié en 82. Et donc c'est un cycle d'œuvres qui se réalise à partir du mythe d'Ovide, autant qu'à partir de la statue de l'Hermaphrodite endormi du Louvre. Alors je vous mets des images de Mystère 1 Hermaphrodite endormi. Et c'est un cycle d'œuvres dans lequel on retrouve aussi une œuvre inspirée d'Orlando de Virginia Woolf. Mais on retrouve cette volonté de dépasser les identités binaires, également par la suite dans une série d'œuvres qui s'appelle Le Rêve d'Electra, qui est une série d'installations initiée à partir de 1983 et qui croise visuellement et dans le récit de cette œuvre le mythe d'Electre et de Métropolis de Fritz Lang, le récit de Métropolis de Fritz Lang, a tout un univers cosmogonique aussi à côté. Et c'est encore quelque chose qu'on va retrouver dans une série d'œuvres suivantes chez ces artistes, qui est initiée en 85, qui s'appelle Le Cycle de l'Ange, qui prend plus ou moins directement la suite du cycle des Hermaphrodites, et qui en fait est une série, un cycle d'œuvres qu'elle continue à réaliser jusqu'à 2005-2006, qui se construit à partir de la photographie médicale d'une personne inconnue, intersexe, croisée avec l'identité mythique non sexuée des anges et tout un univers encore cosmogonique. Donc pour revenir à l'œuvre sur laquelle on va s'attarder là aujourd'hui, donc Mystère Hermaphrodite endormi, c'est une des œuvres en fait les plus complexes des artistes en termes de croisement médiatique. Mais c'est aussi le premier environnement installation avec projection qu'elle réalise et la première œuvre où elle se réapproprie aussi clairement un récit mythique qu'elle recompose dans une installation, donc ce qu'elles font, comme je vous ai dit, plusieurs fois par la suite. Alors, dès 1977, les artistes commencent à créer des œuvres de cinéma élargies qui croisent plusieurs médias, films et photographie, et elles utilisent des projections multiples et la réalisation d'actions performatives aussi lors de leur projection cinématographique. Mais à travers Mystère Hermaphrodite endormi, elle réalise réellement le passage du cinéma projection au cinéma environnement, pour reprendre les mots de Simonetta Cargioli, qui est historienne spécialisée des médias. Et cette réappropriation est-elle alors un prétexte à faire toute une installation malgré le thème de l'androgynie, en fait, comment est-ce qu'elles peuvent se réapproprier ce mythe et est-il possible pour elles de se libérer en fait des racines hétéropatriarcales du mythe? C'est un peu la question que je me suis posée lorsque j'ai commencé à étudier cette œuvre. Donc la présentation de l'œuvre elle-même, comme je vous disais, c'est une installation multimédia. Elle a été créée en 82 pour la section son de la 12e Biennale de Paris qui se tenait du 2 octobre au 14 novembre au Musée d'Art moderne de la ville de Paris. Pour vous faire une rapide description de l'espace, l'installation mesure 30 mètres de long. Alors, vous avez là un plan original donc en couleur et la photographie de la première salle de l'installation. Donc c'est une installation qui fait 30 mètres de long sur 6 mètres de large, qui se décompose en 3 parties, en 3 salles, qui regroupe en tout 13 projections de diapositives, 5 projections Super 8 diffusées en boucle, une bande sonore de 70 minutes également diffusée en boucle, et différents objets et éléments scénographiques, dont 2 coupes de cristal, des roses déposées au sol sur les écrans, un écran de tulle, 4 parois de plexiglas qui reflétaient en fait les projections à travers l'espace central, un socle recouvert de tulle recevant une projection dans l'espace final.
Et la zone d'entrée, comme vous le voyez ici, est précédée d'un mur qui reçoit une large projection diapositive qui représente le visage endormi d'Hermaphrodite qui accueille le public. Donc le public passe devant cet écran, entre dans la première salle où on trouve un écran au sol avec des roses, un écran sur le mur qui représente Hermaphrodite et un dernier écran qui en fait représentait la figure d'Hélène Basse, qui est une violoniste en train de jouer et qui réalisait également dans l'espace, à des moments donnés, une performance sonore, soit dans la première salle, soit dans la dernière salle. Voilà. Dans la seconde salle, donc, pour vous mettre quelques images, pour continuer la description, dans la seconde salle, on avait un écran trapézoïdal au sol qui recevait une projection de diapositive de lumière de voitures prises sur la place de la Concorde et qui était recouverte de rose, un écran de tulle au fond qui recevait à la fois un film Super 8 et une projection diapositive de l'Hermaphrodite endormie, et sur les deux murs des portraits, autoportraits des artistes en costume qu'elle nomme elle-même costume baroque, et donc qui était entouré, ces deux portraits, donc sur chaque mur il y avait un portrait qui était entouré de projections Super 8 de lumière prises sur la place de la Concorde et qui étaient en fait du coup des lumières abstraites de phares de voitures que vous n'avez pas là sur les images parce que les prises de vue étaient difficiles à l'époque, donc les projections étaient arrêtées pour la prise de vue documentaire. Et donc la dernière salle se compose avec encore une fois des projections sur les murs des côtés qui créaient aussi des superpositions. Donc c'était des projections de diapositives qui créaient des superpositions entre plusieurs images de l'Hermaphrodite. Donc là je vous les ai mis un peu plus en gros plan pour que vous puissiez voir. Je vais revenir au plan. Vous aviez au milieu de la salle, donc en bas, un écran circulaire encore qui recevait une projection de nuages, et au fond de la salle, de façon frontale, la projection d'Hermaphrodite, pour la première fois en entier en fait. Pour la première fois, le corps est présenté entier et clair, puisque le corps sur l'écran de tulle dans la salle précédente était projeté entier mais totalement flouté par le support de projection. Donc ici on a pour la première fois le corps d'Hermaphrodite entier qui repose, ou en tout cas repose fictivement par projection sur un socle recouvert de tulle sur lequel est projeté des nuages, créant un aspect un peu flottant dans la salle. La création sonore également, donc, qui accompagnait la pièce, était composée de sources multiples qui participaient donc totalement à l'expérience sensorielle, ainsi que les roses qui dégageaient, vous pouvez l'imaginer, du parfum dans ces salles un peu enfermées. Et donc la création sonore constituait d'une certaine façon le cœur de l'œuvre, puisqu'on est dans la section son de la Biennale de Paris. Elle avait été composée par les artistes à partir de la sarabande de la suite numéro 5 de Bach pour violoncelle, à laquelle étaient ajoutés à la fois des bruits naturels, allant du vent au verre brisé, quelques bruits d'eau, des bruits aussi recomposés en électroacoustique, et donc qui imitaient des bruits naturels, ainsi que des textes en français et grec écrits par les artistes, ou inspirés des textes alchimiques de Maria Di la Juive, donc qui est une des premières alchimistes connues, et que les artistes nomment dans leurs textes Maria l'Égyptienne, ce qui est une confusion entre plusieurs maris de cette époque qui vivaient dans la même région. Voilà. Donc l'installation fait directement référence à la statue de l'Hermaphrodite endormi, dit Hermaphrodite Borghese, qui est conservée au Louvre, donc qui est une œuvre impériale découverte en 1618, qui date du IIe siècle après Jésus-Christ, mais qui a été réalisée à partir d'une œuvre originale grecque qui date, elle, du IIe siècle avant Jésus-Christ, puis qui a été augmentée après sa découverte par un socle réalisé par Le Bernin en 1619, et donc caractéristique de l'époque baroque. En utilisant son image, en fait, Clonaris et Tomadaki souhaitaient transposer cette figure du Louvre au musée d'art moderne par moyen de la projection, et selon leurs mots, faire un pont diachronique entre passé et présent.
Ainsi s'opère en fait la source de cette œuvre est en fait une source d'intermédialité de la statue à l'installation de la statue aux projections photographiques et filmiques. Là, le premier projet de l'installation, le pré-projet d'ailleurs, qui a été modifié pas mal par la suite et dont je vais continuer à parler ensuite, le premier projet d'installation reprenait encore plus était plus proche encore en fait de la scénographie même de la statue au Louvre, puisqu'il avait pour ambition de reproduire une grande fenêtre derrière la statue devant la dernière salle, donc une fenêtre que vous pouvez deviner sur la photo du diapositive là en fond, et qui devait être totalement reconstruite avec une projection de source lumineuse par l'arrière. Et donc pour désigner en fait ce passage et les différentes sources d'intermédialité qu'on voit dans cette œuvre chez Clonaris et Tomanaki, j'emprunterai plutôt ici le terme de remédiation qui a été conceptualisé par Butler et Grusin par rapport à l'histoire des médias en général. Donc ce terme de remédiation qui désigne le fait d'avoir un média directement, disons, représenté en tout ou partie dans un autre, que ceci soit totalement transparent comme on le voit ici, hein, à travers la reprise totale d'une œuvre dans les projections, ou plus opaque. Et donc on va pouvoir voir aussi, ici on a plusieurs autres sources de remédiation en fait qui sont plus ou moins transparentes ou opaques et qui font partie de l'œuvre. Donc une autre source de remédiation du cinéma à l'installation déjà, par les écrans qu'on voit, aussi par le mouvement des images et par le montage d'images d'une salle à l'autre, qui construisent en fait le récit, reconstruisent un récit modifié, comme on va le voir plus tard, de la transformation d'Hermaphrodite par leur montage et qui, lorsqu'on connaît l'œuvre des artistes aussi, reproduit des éléments de montage qu'on peut trouver dans leur cinéma expérimental. Donc on a une autre source de remédiation encore de la performance à la photographie. Alors à la fois, comme je vous disais dans la première salle, à travers l'image d'Hélène Basse qui fait une sorte de mise en abîme de la performance qui a lieu lorsqu'elle a lieu dans l'espace, mais aussi parce que le projet initial de la performance incluait, de l'installation, incluait deux autres performances des artistes, donc de Maria et Caterina, qui devaient avoir lieu dans la salle centrale et dans la dernière salle, et dont en fait les photographies qui se trouvent au mur de la salle centrale reprennent en partie ce à quoi devaient ressembler les performances des artistes. On a encore une remédiation du son acoustique en fait au son numérique, donc à travers la bande son, entre autres par la reprise de la suite numéro 5 de Bach pour violoncelle, et aussi puisque la performance d'Hélène Basse lorsqu'elle avait lieu dans l'espace reprenait en fait ces éléments de la suite pour violoncelle de Bach, et donc créait vraiment ce passage du son acoustique au son numérique. Et enfin, on a un dernier type, disons, de remédiation, qui est celui du texte mythologique au récit d'Hermaphrodite qui se développe dans l'installation. Si on n'est pas devant une narration à proprement dit, ici, on a une progression, vraiment un déroulé dans la construction de l'installation, un parcours qui d'ailleurs se remarque bien au fait que la figure même d'Hermaphrodite apparaît de plus en plus, de la première à la dernière salle, d'un portrait en gros plan au corps en entier. Ici donc, l'installation c'est moins un temple à Hermaphrodite, ce que le plan initial pourrait suggérer, que vraiment le récit d'une métamorphose. Dans le récit ovidien, pour reprendre vraiment les éléments principaux rapidement, c'est un jeune homme qui n'est pas encore guerrier, donc un jeune homme prépubère, qui, au cours de ses pérégrinations, rencontre la nymphe Salmakis, se baigne dans les eaux que Salmakis a l'habitude de protéger, et se fait attaquer par la nymphe alors qu'il se baignait. Et c'est de cette violence, de l'attaque et de l'étreinte, que les corps fusionnent et Hermaphrodite se transforme
virilité, absorbant en fait la féminité de Salmakis, dont le récit ensuite, lorsque la transformation a eu lieu, ne fait plus état du tout par la suite. Donc le pré-projet, encore une fois pour y revenir, était plus proche du récit et permet de percevoir l'envie des artistes de s'en rapprocher alors au maximum. Tout d'abord, la performance au violoncelle devait être réalisée non pas par une femme comme c'est le cas dans cette dernière version, mais par un jeune garçon dans la première salle. Voilà, les bassins, les écrans circulaires auraient dû être des bassins d'eau dans lesquels tombaient, enfin plus comme des sortes de fontaines, dans lesquelles tombaient des gouttes d'eau régulièrement et sur lesquelles étaient projetées les images d'hermaphrodites. La salle devait elle-même être arrondie, présentant presque une plongée fictive en fait dans les bassins d'eau d'une salle à l'autre. Et l'image d'Hermaphrodite devait apparaître de face et non pas de dos, comme c'est le cas ici dans la dernière salle, laissant voir l'ensemble de ses attributs sexuels. Et donc là aussi, on a en fait une certaine pudeur dans cette dernière salle à montrer Hermaphrodite, mais sans montrer les attributs sculptés qui lui permettent en fait sa reconnaissance pour l'époque. Donc, dans l'installation finale, le récit d'Ovide est recomposé cette fois-ci avec un peu plus de subtilité et composé avec d'autres symboles aussi alchimiques et célestes qui en altèrent la symbolique et participent à la construction d'un nouvel imaginaire. Donc, pour revenir à l'espace central de l'installation, est-ce que... Non. Désolée, on va revenir par ici. À l'espace central de l'installation, Hermaphrodite, donc en fait, trône dans cet espace sur un écran de tulle qui brouille son image, mais en est malgré tout au centre. Autour, on a les deux artistes qui sont photographiés et qui sont associés à des projections, donc comme je disais, d'effets lumineux de la place de la Concorde. Les images de la place de la Concorde et de la circulation automobile rappellent la contemporanéité en fait de l'œuvre. Tout d'abord, elle l'ancre dans l'époque de création, mais leur couleur or et leur origine métallique permet aussi de les associer à un récit, un imaginaire alchimique dont toute l'installation est par ailleurs imprégnée par d'autres types de symboles. En effet, donc les roses qui sont symboles de l'hermaphrodite alchimique, et dans les paroles aussi de la bande son. Donc, pour y revenir, alors vous avez ici une reproduction des archives des textes, du travail de texte qui a été effectué autour de la bande-son et qui sont donc à la fois en grec et en français. Et donc, dans les paroles de la bande-son, on a aussi des références à la transformation des métaux et des matières. Et donc, vous avez entre autres là une liste en fait excusez-moi, je perds mes mots, une liste de pratiques alchimiques pour réaliser les transformations des métaux. Donc, comme vous voyez, préparation, calcination, putréfaction, solution, distillation, qui étaient en fait du coup qui se placent un peu comme une litanie à l'intérieur de la bande-son. Dans le premier projet, de plus, pour montrer aussi, donc là vous avez l'image de l'espace, du plan du premier projet de cette installation. Il y avait une estrade centrale en fait au milieu de la salle qui devait servir pour une performance, et au pied se trouvait un animal empaillé, un lion. Le lion étant également le nom utilisé pour se référer à la transformation des métaux en alchimie. Dans l'installation finale, comme je le disais, c'est Hermaphrodite qui prend cette fois la place centrale et plus la performance qui devait avoir lieu, où Maria Clonaris devait réaliser une sorte d'action rituelle. Ici, c'est Hermaphrodite qui est au centre. Et donc, cette salle se transforme un peu en athanor, donc le chaudron alchimique, dans lequel se réalise la fusion des métaux, la fusion des opposés, et ici dans lequel se réalise la fusion des opposés en termes de sexe dans le corps, sur le corps d'Hermaphrodite. Donc la bande-son de l'œuvre de Clonaris et Tomadaki donne place aussi à des éléments aquatiques, alors un peu en termes sonores, un peu en termes de paroles, qui évoquent le mythe, tel que, pour vous en citer un,
dans l'eau profonde mais transparente, ils dorment abandonnés au fond de l'eau. Donc qui prenait place aussi à l'intérieur de la bande son, cette fois-ci un peu plus dans des éléments plus poétiques. Cependant, dans le projet final, on n'a aucun élément aquatique qui est représenté en termes d'image ou présent dans la scénographie. La fluidité des lumières au mouvement de la salle centrale, par contre, évoque les métaux en fusion, mais remplace aussi, d'une certaine façon, la fluidité du milieu aquatique du mythe ovidien. Isabelle Marinon, qui a travaillé un peu sur les artistes, évoque, en s'ancrant dans une tradition alchimique, le pouvoir transformateur politiquement des œuvres des artistes qui, dans cette transformation politique, fait aussi référence à la transformation alchimique et à cette idée de révolution, de renouvellement en fait qu'on a dans la transformation alchimique. Ici, autour d'Hermaphrodite, donc ce sont les deux artistes qui endossent le rôle rituel, le rôle des alchimistes en fait, et ou par rapport au mythe, le rôle de nymphe aux sources de cette transformation. Cependant, contrairement au mythe ovidien romain, dans lequel la transformation est dévalorisante et présentée comme une déchéance de masculinité, la transformation symbolique de l'œuvre dans l'installation revêt un caractère idéal et positif ici. En dernière salle, c'est dans un univers céleste. Donc là vous avez des images de la salle centrale, donc pour vous montrer en fait un peu plus le mouvement des images qui pouvaient avoir lieu, même si en effet il nous manque les projections qui donnaient majoritairement ce mouvement. Et donc en dernière salle, c'est une image beaucoup plus calme et une image dans un univers céleste dans lequel évolue la figure. Et cet univers céleste, en fait, se transforme, en tout cas se renouvelle par la suite dans les œuvres suivantes des artistes que j'ai évoquées en introduction. Donc Electra et l'ange, dans le cycle d'Electra et le cycle de l'ange, elle se renouvelle, se continue vers plutôt un univers cosmogonique, un univers cosmique. Cet univers céleste ou univers cosmique lui-même complète cet univers alchimique en fait de façon positive par rapport aux différents liens qui existent dans la culture visuelle par rapport à cet univers céleste. Donc pour ne pas trop m'attarder sur le côté univers céleste, dieu et déesse, et plus aller vers cet univers cosmique vers lequel vont les artistes par la suite. En fait, cela évoque, donc en plus de cette idée un peu de dieu et déesse, cela évoque l'image de l'enfant des étoiles qui a été entre autres étudié par Arnaud Pierre dans son livre Maternité cosmique, donc qui est un imaginaire moderniste et qui fait référence à une théorie évolutionniste que l'homme viendrait en fait disons, du berceau de Dieu, qui serait en fait le berceau cosmique, le berceau des étoiles, et que l'homme, en tant que création, dernière création de l'évolution, serait l'univers, prenant conscience de lui-même, et donc l'enfant de cet univers, l'enfant des étoiles. On retrouve en fait ces éléments de culture visuelle, donc plus dans les dernières œuvres, les œuvres suivantes de Clonaris et Tomodachi. Mais dans cette œuvre-là, on trouve quand même les prémices et cette idée-là que, en fait, cet idéal à venir alchimique de fusion des opposés est aussi un idéal humain. Donc, pour conclure, et sur un élément plus large, Fabienne Lorenzi Scioli, dans son livre Les androgynes, soulignait le paradoxe en fait de la figure androgyne qui mêle à la fois figure concrète, discréditée, à un symbole abstrait idéalisé. Et il soulignait la difficulté de se sortir de ce paradoxe en opérant malgré soi une forme de déchéance de la figure lorsque l'on souhaite la représenter, que ce soit par des récits littéraires ou dans des œuvres visuelles.
Dans l'œuvre de Clonaris et Tomadaki, les remédiations multiples leur permettent en fait de représenter Hermaphrodite, de l'identifier, sans ne montrer jamais ses attributs sexuels, que sont son sexe et sa poitrine, et aussi en créant en fait une mythologie, une sorte de nouvelle mythologie queer et politique, embrasser un alchimique et idéal de fusion des opposés, grâce aux multiples évocations culturelles qu'elles font. Elles semblent ainsi dépasser les difficultés de représentation que porte notre culture concernant la binarité des sexes et réactivent en même temps dans l'esprit du spectateur leur connaissance propre de ces mythologies tout en détournant le sens global. Ainsi, elles réussissent à inscrire cette mythologie contemporaine queer dans la lignée des mythologies grecques et romaines antiques. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.